Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Warhammer Amateur. Bienvenue pour ce nouveau rapport de bataille sur la chaîne. Si jamais vous voulez soutenir, n'hésitez surtout pas, le Tipeee est là pour ça. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitch ou sur Instagram pour ne rien louper des news, ou bien évidemment pour encore soutenir la chaîne d'une autre manière, vous pouvez bien sûr commander vos figurines officielles chez Rebel Forge ou imprimées chez Forge 3D. Bien sûr, le tapis que vous allez découvrir pour ce rapport de bataille est un tapis Torek absolument magnifique. N'hésitez pas à vous le procurer avec le code là aussi de la chaîne. Tout est en lien en description, n'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, je reçois Gargarisme avec ses impériaux de l'Averland et Ultor avec les Nains du Chaos qu'il teste pour la première fois. Des joueurs qui sont venus tourner cette bataille en novembre 2024. Oui, je sais, j'ai pris beaucoup de temps à sortir ce rapport de bataille, mais il y avait la campagne au milieu. D'où le fait que je vous sorte maintenant ce rapport de bataille avec un petit scénario qui d'ailleurs était disponible durant la campagne. Un scénario que je vais vous expliquer juste après leur liste d'armées. Je vais même d'ailleurs les laisser présenter leur armée. Bonjour, donc moi c'est Clément, ou Ultor. J'arrive de Boulogne-Billancourt, donc un petit club de la ville qui est géré par la mairie, à la ludothèque. Je viens jouer des Nains du Chaos, l'armée du studio. Une armée que j'ai jamais jouée, que je découvre un petit peu, que j'ai fait la liste dans le train. Qui m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement elle n'existait pas n'existait pas trop en V8, très rare. Donc c'était l'occasion de la jouer. Ma liste d'armées, c'est donc déjà la base, le prophète sorcier sur Taurus, qui est un classique des Nains du Chaos, extrêmement polyvalent, donc il est fort au corps à corps, il est mobile, il est très tanky, bon magicien. Voilà, donc globalement il fait tout, et plutôt bien. Pour l'accompagner comme deuxième personnage, j'ai pris un petit Khan Hobgoblin avec un anneau rubis de ruine. Double utilité, c'est déjà de permettre effectivement d'aller chercher les machines de guerre impériales, parce que ça nous débloque les Hobgoblins sur loup. Et en plus avec l'anneau rubis de ruine et toutes les règles, fuite, feinte, esquiveur, d'être impossible à aller chercher et de faire des dégâts à distance sur toutes les petites unités impériales qui pourraient se balader. Ensuite, le cœur de l'armée, 18 Nains du Chaos classiques, armes lourdes, pour ouvrir la cavalerie. Et une petite bannière magique, -1 pour être touché au tir, au cas où il y a des canons feu d'enfer, des arquebusiers, l'Empire, ça tire fort. Pour les accompagner, 12 gardes infernales avec glaive ardente, donc à la fois fort au tir, parce que c'est des arquebuses à portée 18, et au corps à corps, parce que c'est des hallebardes au corps à corps, donc c'est à pas négliger. On peut pas aller les chercher avec une petite cavalerie légère. Ensuite, pour la mobilité, forcément, comme je l'ai évoqué, les chevaucheurs de loup hobgoblin, pour les machines de guerre notamment. Également en mobilité, 3 hacheurs centaures taureaux, qui ont eux beaucoup d'impact, notamment aller chercher la cavalerie lourde également, force 6. Ça marche bien. Et enfin, pour finir la liste, le lance-fusée, très polyvalent, 2 modes de tir, anti-infanterie, anti-monstre. Quoi qu'il arrive, il y aura des cibles, donc c'est à toujours prendre dans une liste. Eh bien, bonjour tout le monde, moi c'est Ben, Gargarisme sur les réseaux sociaux, et je suis aujourd'hui, mais pour toujours dans mon cœur, un général impérial défendant les couleurs d'Averland. Je viens d'à côté de Lyon, et j'ai le plaisir de faire partie de l'Armée des Chauves, un groupe d'une demi-douzaine de joueurs, pour la plupart défavorisés d'un point de vue capillaire. Pour ma petite compo d'armée, j'ai voulu ça assez classique avec un système marteau-enclume. Côté enclume, ça s'articule autour d'un gros pack de joueurs d'épée, accompagné de la grande bannière sur son demi-griffon et équipé d'un magnifique anneau de rubis. Pour cette partie enclume, on a également un tank à vapeur solide, indéboulonnable, la supériorité technique impériale. Pour la partie marteau, on va avoir de la cavalerie avec un premier groupe de 5 chevaliers du loup blanc, un deuxième groupe de chevaliers équipés lance, cette fois de 8 bonhommes, et pour ajouter un petit peu de tir, 5 escorteurs avec le sergent armé de son lance-grenade. Le tout lidé par mon magnifique général, un sorcier niveau 3 monté sur Griffon impérial. N'oublions pas, l'unité secrète, 5 archers.
Quel est donc le scénario de cette bataille? Je l'ai appelé Terre changeante. Dans les terres sombres, une petite pluie de malpierre a eu lieu et tout simplement nos généraux, autant ce sorcier impérial ou ce sorcier nain du chaos, viennent récolter cette matière première, soit pour l'étudier, soit pour la détruire, soit pour l'utiliser bien évidemment. Et tout simplement, les tokens, donc 3 tokens de malpierre seront distribués sur la zone médiane, c'est-à-dire vraiment le no man's land pur du champ de bataille, et un certain nombre de décors sont placés. La seule chose, c'est que la malpierre, c'est quelque chose qui manipule, qui corrompt, qui change la nature des choses. Ce qui fait que, durant toute la partie, à chaque début de tour, un des 3 décors va bouger. Voilà. Même des décors dits infranchissables vont pouvoir bouger. Voilà, ils vont bouger d'une manière aléatoire, au choix. Le décor sera au choix du joueur, littéralement, c'est-à-dire c'est le tour impérial, il dit je vais bouger celui-là, puis celui-là, puis celui-là. S'il fait 1, il en bouge qu'un seul, 2, il en bouge 2, 3, il en bouge 3, etc. Ils vont bouger de 1 des 3 plus 3 mouvements, donc ils vont pas non plus énormément bouger, mais surtout ils vont avoir un impact, parce que c'est en début de tour, c'est-à-dire que ça peut vous bloquer des lignes de vue, surtout si c'est des corps infranchissables qui bougent, ou alors si ça vous tamponne, si ça vous touche un régiment quel qu'il soit, allié ou ennemi, eh bien ça va vous provoquer des dégâts. Alors c'est pas du dégât très compliqué, hein, c'est du 1 des 3 force 4 sans PA, mais ça peut toujours provoquer quelque chose de pas prévu. Mais tout ça, ces décors changeants, c'est juste la table qui est corrompue légèrement par la malpierre présente. L'objectif de la partie, bien évidemment, ce sont les pions de malpierre. Les pions de malpierre, vous connaissez, les bébés phoques. Vous avez le droit tout simplement d'aller sur un de ces pions dans votre phase de mouvement, sans mouvement aléatoire, sans fuite, sans charge, sans vol et sans téléportation. Voilà, c'est la seule chose, c'est qu'il faut marcher dessus et il ne faut pas avoir fait de marche forcée non plus. Donc c'est vraiment quelque chose où tu prends le temps de le ramasser et tu l'as. Ton régiment peut l'avoir avec lui, les personnages ne peuvent pas en avoir, les mouvements aléatoires ne peuvent pas en avoir. Et ton décor en fait est accroché à ton unité, ton token est accroché à ton unité, tant qu'elle ne panique pas ou ne se replie pas. Voilà, si jamais elle fait une panique ou elle fuit un combat, eh bien si elle fait une panique, elle lâche l'item à l'endroit où elle a paniqué puis elle s'en va, ou si elle perd un combat contre quelqu'un, eh bien c'est quelqu'un qui l'a fait reculer, qui vole l'objectif et qui prend sa place. C'est le classique des bébés phoques, mais le seul petit problème, c'est que c'est de la malpierre. C'est de la malpierre. Autrement dit, j'ai mis un petit moment, voilà, dans la game, aléatoirement jeté, parce que j'étais MJ à cette bataille. La malpierre va, une fois dans la partie, exploser. Enfin, elle va pas exploser, mais elle va dégager de l'énergie corruptrice extrêmement dangereuse, même pour des nains du chaos, ce qui fait qu'à un moment dans la partie, tous les pions de malpierre, que vous les ayez ou pas, si vous les avez pas, c'est pas grave, ça n'aura aucune incidence, mais si vous les avez dans votre régiment, tous les pions de malpierre vont provoquer un des 6, force 5, PA-2 en dégâts sur l'unité qui le porte, parce que ça corrompt, c'est un peu corrosif, c'est un peu dangereux. Donc le but de la partie, avoir le plus de fragments de malpierre à la fin des 6 tours. Voilà comment ça se passe, mais une fois dans la partie, à un moment, la malpierre va exploser, et ça, il va falloir le prendre en compte. Peut-être qu'il va falloir être prudent, ou alors tout simplement se jeter dessus tout de suite pour tout de suite aller les cacher, etc. On va voir comment ça va se passer. Donc j'espère que ce scénario va vous plaire. Mes joueurs étaient très très chauds de venir et ça fait très plaisir d'avoir des nouveaux joueurs encore sur la chaîne. Pour ce qui est de la magie, vous avez bien compris que chaque armée possède un anneau rubis de ruine, l'un sur un chef hobgoblin, l'autre sur le capitaine grande bannière sur demi-griffon. Pour ce qui est de la magie des personnages, vous avez le mage niveau 3 impérial sur griffon de guerre qui a la boule de feu, le pilier de flamme et la main de marteau. Et vous avez pour ce qui est des nains du chaos, en élémentalisme et non pas en magie de bataille contrairement aux impériaux, le seigneur sorcier nain du chaos qui a la bourrasque, le passage mystique, le fléau du métal et qui a pris le primaire, la malédiction d'Ashut. Voilà pour ce qui est du déploiement. Les impériaux se sont énormément paqués, en même temps c'est plutôt logique, hein, c'est un gameplay impérial très, très commun. Vous avez les cercles intérieurs qui sont sur le flanc gauche avec les archers, vous avez sur le flanc droit les escorteurs et les chevaliers du loup blanc, et en plein centre de la ligne bien évidemment les joueurs d'épée, la grande bannière, le tank et le sorcier. De l'autre côté des nains du chaos, la tour ayant été dans la zone de déploiement des nains du chaos, il y a déployé ses gardes infernaux avec les glaives ardents. Il a mis ensuite en centre de ligne
les gardes infernaux combattants, les hobgoblins et le sorcier derrière, le lance-fusée légèrement caché derrière les hobgoblins parce que de toute façon ils vont bouger très très vite, et enfin sur son flanc gauche les centaures taureaux. Vous avez en plein centre de la table une ruine, terrain dangereux, terrain difficile, vous avez quelques infranchissables sur les côtés et quelques terrains dangereux qui traînent comme les gravats ou les crânes. Donc tous ces décors peuvent bouger bien évidemment au choix du joueur durant la game, et le premier tour a été pour les impériaux. C'est parti pour la bataille. Donc, durant le premier tour de l'Empire, après les petits mouvements d'avant-garde des escorteurs, Gargarisme a décidé de faire bouger un des premiers décors, un des décors infranchissables qui va aller toucher d'ailleurs les centaures taureaux et leur provoquer une blessure, mais l'armure va réussir à tanker ça. Donc on passe directement à la phase de mouvement. L'avancée centrale des joueurs d'épée du tank sont en connivence. Les chevaliers du loup blanc contournent bien évidemment les escorteurs. Les archers et les chevaliers du flanc gauche avancent et le sorcier lui-même également se déplace pour voir toute la table. Pour ce qui est de la phase de tir, le tank qui a avancé légèrement se met en position pour tirer sur les centaures taureaux. Il va malheureusement être tout pile poil trop long, il va passer juste derrière et va rien faire malheureusement. Pour ce qui est ensuite des escorteurs, ils balancent une petite flopée de tir sur les centaures taureaux également et provoquent quand même 2 pertes de PV. Si le décor aurait pu en tuer, aurait pu le blesser précédemment, et ben, il y aurait eu déjà un mort. La boule de feu va ensuite être tentée sur les gardes infernaux qui sont au centre. Elle va provoquer 7 touches et faire seulement 2 morts. Et enfin, le vortex de feu va également être tenté, le pilier de flamme. Malheureusement, il va échouer dans la phase de lancement de sort. Pour le premier tour des nains du chaos, à nouveau un des 3 décors sont choisis pour être déplacés. Et là, ce coup-là, c'est le gravat qui est au milieu des escorteurs qui va se déplacer sous le choix, bien évidemment, de Ultor. Il va se déplacer et provoquer une perte dans les escorteurs dès le début de la partie. Pour ce qui est ensuite des mouvements, il va déplacer ses hobgoblins devant les chevaliers pour tout simplement utiliser leur mouvement de réserve au tour suivant. Il va ensuite utiliser le sort de passage mystique avec son seigneur sorcier sur la garde infernale, les glaives ardents qui sont dans la tour, et va les téléporter directement sur le flanc hors de vue des chevaliers pour leur faire une belle phase de tir juste après. Alors ça par contre c'était le plan d'Ultor, mais quand il va jeter son sort, il commence la partie avec un double 1, un fiasco directement. Il fait un fiasco 12 heureusement, donc il fait un test d'endurance qui est réussi, règle spéciale des nains du chaos. Il va ensuite faire le jet de fiasco et va provoquer un 12, c'est-à-dire qu'il passe en irrésistible, téléportant donc correctement ses glaives ardents sur le flanc, mais petite frayeur dès le début pour Ultor avec un double 1 pour sa magie. Pour ce qui est après du reste des mouvements, il va légèrement décaler son seigneur sorcier à côté de ses gardes infernaux. Il va avancer prudemment ses centaures taureaux pour ne pas être trop menacé par les chevaliers du loup blanc ou le tank. Et il va enfin avancer légèrement ses nains centraux pour aller provoquer, entre guillemets, les chevaliers. Pour ce qui est de la phase de tir, les hobgoblins vont balancer une petite flopée de tir avec leur arc sur les cavaliers et vont en tuer un. Pour ce qui est ensuite des glaives ardents, ils vont balancer une flopée de tir à nouveau sur la cavalerie et vont en buter un sur 4 blessures seulement. Et enfin, bien évidemment, c'est la lance-fusée Hurle-Mort qui va balancer en gros missile sur le sorcier, un bon gros missile. Il va faire un hit absolument parfait, il va le blesser, l'invulnérable sera loupé par Gargarisme. Et c'est un des 6 PV chez les nains du chaos, c'est pas un des 3+1, c'est un des 6. Et il va provoquer la perte de 5 PV sur 7 dès le premier tour de tir. Ça fait extrêmement peur à Gargarisme dès le début. Pour terminer cette phase de tir et ce premier tour, les hobgoblins vont faire leur mouvement de réserve et sortir un petit peu de l'axe de vue des chevaliers, ou en tout cas se mettre très très loin avec leur tir et fuite pour empêcher d'être chargés. Sacrée pression mise tout de suite par les nains du chaos. Pour le tour 2 des impériaux, le même décor est décidé d'être déplacé parce qu'il n'y a que un qui est fait sur un des 3 décors déplaçables. Et malheureusement, ce coup-là, il s'écarte des centaures taureaux parce que bien sûr, vous ne contrôlez pas la direction des décors, donc ne provoquant aucune perte. Pour ce qui est après donc des mouvements, les déclarations de charge sont tentées sur les impériaux, les chevaliers. Qui sont en vue quand même avec en plus leur règle bien entraînée des nains, vont tenter leur charge et vont même la réussir d'une manière assez jolie, avec la belle surprise de la charge tour 2 des chevaliers sur le pack. Malheureusement, ils ne sont pas totalement au contact,
Il va falloir espérer que ça fasse assez de dégâts à la charge. Pour ce qui est après du reste des mouvements, les avancées des joueurs d'épée, des archers, du tank et des escorteurs viennent caler un petit peu le flanc droit qui est quand même assez léger avec tout ce qui arrive en face, vu qu'il n'y a que les centaures taureaux. Le seigneur sorcier prudemment va reculer, tandis que les archers, eux, viennent prendre l'objectif central, comme les escorteurs qui viennent prendre l'objectif du flanc droit des impériaux. Ça amène directement de la pression parce que là, dès le tour 2, les impériaux possèdent 2 jetons. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Phase de tir, le tank va retirer en effet sur les centaures taureaux, et là ce coup-ci le tir est nickel, et il va exploser le centaure taureau qui était déjà blessé. Les escorteurs vont essayer d'en faire de même, malheureusement ne feront aucune perte. L'anneau rubis de ruine de la grande bannière va être tenté à nouveau sur les centaures taureaux, il va être réussi. 11 touches seront provoquées sur les centaures taureaux. Malheureusement, tout sera tanké soit par l'endurance, soit par l'armure de ces créatures. Le sorcier en lui-même balance une boule de feu sur les glaives ardents qui ont commencé à contourner la ligne. Il va faire 5 touches, 3 blessures et seulement 2 morts. Pour terminer, les archers qui sont au centre vont tirer sur les hobgoblins et incroyable, ils vont provoquer une perte. Au corps à corps, le corps à corps central des chevaliers contre les guerriers, les guerriers infernaux. Il y aura 3 nains du chaos qui vont être mis au sol. Seulement, parce qu'en même temps il n'y a pas beaucoup d'attaques posées et il faut quand même les blesser les nains. Heureusement rien ne sera fait en retour pour les chevaliers. Derrière après, Ultor va utiliser la règle obstinée de ses nains pour éviter avec la première charge de tout perdre d'un seul coup et surtout que son sorcier soit tanké derrière au corps à corps. Il va réussir à se replier en bon ordre et surtout les chevaliers vont poursuivre et donc recharger une seconde fois. Pour le tour 2 des nains du chaos, le décor de Grava juste à côté des guerriers nains va vouloir être déplacé parce qu'il n'y a rien véritablement à porter derrière après qui pourrait menacer les impériaux du point de vue d'Ultor. Et il a de la chance, ça ne touche aucune de ses unités, donc tout va bien. Derrière après, pour ce qui est de la phase de stratégie, le fléau du métal va être tenté sur les chevaliers impériaux qui sont devant le sorcier. Et ça va réussir, et ça sera malheureusement laissé passer du point de vue impérial, parce que il va falloir dissiper fatidiquement ce qui peut l'être. Pour ce qui est de la phase de charge et de mouvement, les centaures taureaux vont charger les chevaliers du loup blanc qui vont effectuer bien évidemment une contre-charge et bien évidemment que l'impact sera réalisé. Au mouvement, les hobgoblins viennent choper l'objectif juste à côté d'eux et vont certainement pouvoir s'enfuir derrière avec leur mouvement de réserve. Le sorcier vient se déplacer légèrement et contourne les chevaliers. Il va les laisser s'embourber dans ces nains du chaos qui sont quand même en armes lourdes et qui vont taper très très fort, surtout qu'il y a du fléau du métal dans l'histoire. Les glaives ardents bougent très légèrement, vraiment très légèrement, avec leur mouvement, pas besoin de les téléporter ce coup-là, pour éviter d'être dissipés. Pour ce qui est de la phase de tir, le seigneur sorcier nain du chaos voit les joueurs d'épée et va tenter la malédiction d'Ashut sur le grande bannière. Ça fait un test d'endurance et sinon vous perdez des PV, c'est terrifiant parce que ça annule votre armure. Heureusement, vu qu'il s'est déplacé pour être à portée du personnage à l'intérieur pour essayer de le sniper, il est aussi à portée de dissipation du niveau 3 en face, et là la dissipation va réussir. La bourrasque va être tentée sur les archers qui sont en plein centre de la table, ils sont très peu nombreux, question de leur faire extrêmement mal, et malheureusement pour Gargarisme, la bourrasque va annihiler les archers, poussant même d'ailleurs un petit peu le décor. Après sa bourrasque, la boule de feu du capitaine hobgoblin va être fait sur les joueurs d'épée et va faire seulement un seul mort. Les petits tirs des hobgoblins vont tirer et eux aussi sur les joueurs d'épée et vont faire un kill. Voilà, c'est pas non plus surpété, mais ça fait toujours passer au milieu de l'armure. Et enfin, bien sûr, second tir en grosse ogive fusée du lance-fusée sur le sorcier qui va hit à nouveau le sorcier qui n'a plus que 2 PV. Et ce coup-là, c'est un petit 1 à la blessure. Fouf. Ça fait très très peur, mais ça marche. Pour le mouvement de réserve, les hobgoblins contournent la ligne et passent devant les glaives ardents, littéralement, pour venir un petit peu se cacher ou se replacer sur la table. Pour ce qui est des corps à corps, parce qu'on a toujours le corps à corps, la charge des chevaliers sur les nains du chaos, la poursuite en tout cas des chevaliers sur les nains du chaos, il y a un nain du chaos qui va tomber, mais derrière après, il n'y a plus la première charge, il n'y a plus tout ça, ce qui fait que c'est une égalité en termes de résultat de combat, et ça va ne pas bouger d'un seul centimètre, ce qui va être un petit peu compliqué pour les impériaux d'un coup là. Pour ce qui est des chevaliers et des centaures taureaux,
Alors, ce chevalier du cercle, enfin, chevalier du loup blanc sur des centaures, ça peut faire une bonne game. Malheureusement, les centaures sont en train de charger. Il y a donc des touches d'impact. 2 chevaliers vont tomber aux touches d'impact et un chevalier va tomber au sol au corps à corps. Seulement 2 PV seront enlevés aux centaures. Les nains du chaos vont gagner seulement de 1 petit point. Il va y avoir un test de commandement avec la GB pas très loin et ça va céder du terrain, faisant ainsi reculer les les chevaliers, et les centaures vont les suivre pour rester au corps à corps à cette fin de tour 2. Fin de tour 2, les cavaleries légères de chaque armée possèdent un pion objectif. On vérifie s'il n'explose pas. Et il n'explose pas. Tout va bien, la Malpierre ne corrompt pas les lieux. Donc tout va très très bien pour l'instant. Tour 3 des impériaux. Gargarisme, comme je l'ai dit, n'importe quel décor ou pion objectif peut être déplacé par le fait que la Malpierre a corrompu les lieux. Et Gargarisme se dit, bah écoutez, bougez celui qui m'intéresse pas là-bas, il a 2 pions qui peuvent bouger, il a 2 décors qui peuvent bouger, et il va déplacer le pion de Malpierre, qui est en plein centre de la table, en espérant qu'il aille vers les impériaux et non pas vers les nains du chaos. Et il a de la chance, ça se déplace de 3 pas vers les impériaux, ce qui l'arrange plutôt bien. Pour ce qui est de la phase de stratégie, il va reformer ses rangs, il ne fait aucune charge. Il a besoin de contrôler la table, surtout que son tank est un petit peu en retrait, il va falloir qu'il l'amène. Il va reformer ses joueurs d'épée ainsi que son tank et son sorcier pour voir les nains du chaos qui sont en train de contourner. Il va envoyer ses escorteurs un petit peu à l'abri des centaures avec leurs pions objectifs. Maintenant qu'il est placé, même s'il n'a pas pu aller choper l'objectif, il le défend plutôt bien, parce que si jamais les hobgoblins viennent s'approcher, bah, il va leur expliquer comment ça marche. Il fait ensuite sa phase de tir. À la phase de tir, le tank qui voit parfaitement aligné ce seigneur sorcier va lui dire bonjour à l'impérial, va lui tirer dessus, lui faire un hit et lui provoquer la perte de 2 PV. Ensuite, le sorcier avec sa boule de feu qui voit parfaitement les hobgoblins devant lui va balancer un petit blast. Il va faire 10 touches sans être dissipé, 8 blessures et derrière va provoquer la perte de 8 morts dans les chevaucheurs hobgoblins. C'est la panique complète à 8 pas des hobgoblins. C'est terrifiant. Il ne reste d'ailleurs que le chef, c'est le dernier qui est survivant. Tous les autres sont morts. Il va donc lâcher son objectif devant les glaives ardents, surprenant tout le monde sur la table. Très très belle phase de boule de feu avec le sorcier. Malheureusement, vu qu'il s'est enfui, les escorteurs ne voient plus rien. Une boule de feu sera tentée avec le capitaine GB sur les glaives ardents, mais sera dissipée par le seigneur sorcier nain du chaos. Pour le corps à corps, les chevaliers contre les centaures taureaux, un chevalier va mourir, rien ne sera fait aux centaures taureaux, ce qui fait qu'ils vont tester à nouveau et céder du terrain encore. Ils vont encore rester sur place et tanker, le dernier qui va tanker. Et enfin, les chevaliers contre les nains du chaos, il y aura 2 pertes des 2 côtés et ça va tanker là aussi sans avoir à bouger. Pour le tour 3 des nains du chaos, 2 décors vont à nouveau bouger, dont le token central pour essayer de l'écarter des impériaux. Pour Ultor, le pion Malpierre va se décaler un petit peu, mais pas suffisamment loin des impériaux. Et le décor qui aurait pu frapper le chevalier impérial seul contre les centaures, malheureusement, lui, ne va pas arriver au contact. Pour ce qui est de la phase de stratégie, le fléau du métal est tenté sur les joueurs d'épée et il passe. Le ralliement du chef gobelin est manqué et il provoque une fuite de 10 pas. Heureusement qu'il n'avait pas pris son rapide, mais il ne va pas réussir à le rallier, bien évidemment. Pour ce qui est de la phase de mouvement, le général va s'approcher de l'objectif, même s'il n'a pas le droit de le prendre. Le général va ensuite téléporter les glaives ardents pour être à portée légère des joueurs d'épée, bien évidemment, qui va réussir à faire ce sort avec son niveau 4, qui est quand même un ascendant magique sur le sorcier niveau 3 de l'Empire. Pour ce qui est de la phase de tir, les glaives ardents balancent une flopée sur les joueurs d'épée. Ils vont faire 4 morts de mémoire, voilà, ils vont faire quelques kills. La bourrasque sur les joueurs d'épée va être tentée également, et ce coup-là sera dissipé par le sorcier niveau 3. Et enfin, fin de phase de tir des nains du chaos, les hurlemorts, bien évidemment la fusée hurlemort qui voit toujours ce sorcier, vu qu'il est grande cible, elle va tenter de le hit. Elle fait un incident, elle relance le jet de l'incident. Elle le refait derrière, magnifiquement, c'est très très beau. Et en plus, elle fait un incident. Boum, elle explose, la lance-fusée hurle-mort explosera à ce moment-là de la game. Et c'est bien dommage
pour les nains du chaos. Mais bon, elle a fait quand même 5 PV d'un coup sur le sorcier qui descend non plus à 7 mais à 2 PV. Ça calme, hein, on va pas se mentir, ça calme très très bien. Pour ce qui est du corps à corps, le chevalier contre les 2 derniers centaures taureaux, un PV sera enlevé par un poney, mais derrière après, les centaures taureaux vont finir ce dernier chevalier, vont se reformer sans faire de percée. Et enfin, les chevaliers contre les nains du chaos, 2 chevaliers vont tomber au sol à cause du fléau du métal et en plus derrière de la force en arme lourde des nains du chaos. Et derrière après, les derniers chevaliers vont s'enfuir, ils vont s'enfuir de 10 pas, ils vont être poursuivis de seulement 8 pas par les nains du chaos. Les 2 armées vont perdre un de leurs membres parce qu'il y a des tests de terrain dangereux à faire des 2 côtés et se prendre les pieds dans les cailloux, ça peut faire mal à la fin du tour 3. À la fin du tour 3, il n'y a que les escorteurs qui possèdent un pion Malpierre, les 2 autres étant au sol sur la table. On regarde pour voir si les jetons de Malpierre explosent. Et non, pas de surcharge, toujours pas pour le tour 3. Ça aurait fait un peu mal, hein, fin de tour 3, qu'il n'y ait plus personne qui tient un objectif, mais c'est quand même assez beau de voir ça. Le stress est toujours là, et pour l'instant, les impériaux sont plutôt bien placés, mais les nains du chaos ne sont pas loin. Tour 4, Gargaris bien sûr va obtenir 2 pour déplacer, 2 décors déplaçables. Il va donc ne pas choisir de déplacer le pion central hein, qui est devant ses joueurs d'épée. Il va tenter de déplacer le pion qui était à côté du général et de le déplacer assez loin pour embêter le joueur nain du chaos. c'est bien vu, c'est très bien vu. Et ensuite, il va tenter de déplacer le décor derrière les centaures taureaux pour venir les taper. Malheureusement, ça ne va pas les toucher. Pour ce qui est de sa phase de mouvement, parce qu'il n'a pas de phase de stratégie, pour l'instant en tout cas, les déclarations de charge, il n'en fait aucune. Pour ce qui est des mouvements de fuite du chevalier final, il va continuer sa fuite, sans même d'ailleurs être tué par le test de terrain dangereux. Les joueurs d'épée viennent enfin prendre le second objectif impérial, et il n'a pas peur, il avance ses escorteurs avec objectif vers les glaives ardents, question de pouvoir leur balancer une petite flopée de sorts et de magie, pendant que son tank vient bloquer la ligne arrière de ses joueurs d'épée face au centaure taureau. Le seigneur sorcier, lui, s'approche en centre de table pour pouvoir blaster tout ce qu'il peut blaster. Le tank va viser les centaures taureaux, il va malheureusement faire un tir trop court, il va faire 2 x 2 alors qu'il s'était mis à 6 pas devant, donc il va malheureusement pas mettre assez de poudre. Les escorteurs vont balancer une flopée de tirs sur les glaives ardents, ils vont ne faire qu'un seul kill. L'anneau de la grande bannière va viser les glaives ardents et va bien évidemment être dissipé par le sorcier niveau 4 en face. Le sorcier va ensuite balancer de la boule de feu sur les glaives ardents qui sera également dissipée, et un pilier de flamme sera tenté vers les glaives ardents et sera manqué. Terrible, toute la phase de tir du tour 4 des impériaux échoue, c'est vraiment dommage. Tour 4 des nains du chaos, là aussi 2 décors sont déplaçables, les mêmes décors seront choisis, le token donc vers le général et le pilier central pour s'écarter un petit, enfin le pilier flanc gauche des nains du chaos. Le petit pion Malpierre va carrément aller derrière, il va pas se rapprocher des glaives ardents malheureusement pour Ultor, et le gros décor ne touchera pas ses centaures taureaux. Ça au moins c'est acceptable pour lui comme il le dit. Pour ce qui est de la phase de conjuration, le fléau du métal va être relancé à nouveau sur les joueurs d'épée et va passer, malheureusement il ne sera pas dissipé. Et le ralliement du chef Hobgoblin va être tenté. Et le chef Hobgoblin se rallie. Et oui, parce qu'il est devenu personnage tout seul, il va utiliser son commandement classique et c'est plutôt pas mal. Il n'y a aucune charge pour ce tour 4, donc ça veut dire très peu de combats dans cette bataille, hein, c'est pour ça que ça va très très vite. Pour ce qui est de la phase de mouvement, le Hobgoblin, qui vient de se rallier, va aller choper l'objectif. Bah oui, il est tout seul, il est là, tout va bien pour lui. Pour ce qui est après de la répétition du transfert avec le général des glaives ardents, le général va se déplacer devant les joueurs d'épée et il va téléporter ses glaives ardents devant les escorteurs. Et enfin, ces centaures taureaux vont, avec une marche forcée, sortir de l'axe de vue du tank parce qu'ils font quand même très peur, on va pas se mentir. Pour finir sa phase de mouvement, il va faire une marche forcée avec ses gardes infernaux du centre pour aller justement en plein centre du décor et venir menacer le flanc des joueurs d'épée. Ce coup-là, par contre, ils se prennent un peu les pieds dans les rochers. Il va faire 3 morts avec son bien entraîné et son déplacement dans les tests de terrain dangereux. C'est dommage, mais au moins ils sont arrivés au centre. Ça fait très mal. D'un coup, en même temps, les terres sombres, c'est dangereux. Pour ce qui est de la phase de tir, les glaives ardents visent les escorteurs, et là c'est un carnage, ils vont en tuer 3 sur 4, mais heureusement pour Gargaris, il y en a un qui survit.
Il n'y a pas de panique fait par ce côté-là. La bourrasque va être tentée sur le magicien qui est en plein centre de la table avec le seigneur des nains du chaos. Malgré la résistance à la magie, le sort va passer. C'est D3+3, il n'a plus que 2 PV en face, c'est de la force 5, la même endurance donc que la créature. Et là, malheureusement pour Gargaris, il fait pile poil 2 PV perdus sur le sorcier central, provoquant la mort du seigneur sorcier à la fin du tour 4. Terrible, terrible, terrible. Et enfin, la malédiction d'Ashut est tentée sur la grande bannière. Elle va réussir parce qu'il n'y a plus de sorciers pour dissiper. Mais derrière, le test d'endurance sera réussi par Gargaris, ne perdant pas donc son deuxième personnage dans ce tour 4. Pour terminer, le petit anneau rubis de ruine du petit gars qui vient de se rallier va être visé sur les joueurs d'épée, mais ne va pas réussir. C'est chaud. Et donc, pour terminer cette phase de tir et ce tour 4, le chef Gobelin, il se barre avec son petit mouvement de réserve et il va aller bien se planquer là-bas vers la tour, très très loin de tous ces méchants impériaux qui sont énervés contre lui. Tour 5 des impériaux. Un seul décor bouge qui ne provoquera aucune perte et surtout qui ne touchera pas le chef Gobelin qui est derrière. Pour ce qui est après de la phase de ralliement, le ralliement est tenté avec le cri et ensuite avec le ralliement classique sur le chevalier tout seul. Malheureusement, le double 1 ne sortira pas. Pour ce qui est des mouvements, l'escorteur se barre, bien évidemment. Il fait la même tactique que Gagarisme tout à l'heure, enfin que Ultor tout à l'heure. Il vient tellement contourner en fait les Centaures qu'il ne peut pas être pris pour cible, en tout cas par cela en termes de charge. Le tank, quant à lui, vient faire un tout petit tour et vient s'aligner devant le Centaure, tandis que le chevalier, lui, en fuite, se place devant les glaives ardents et les joueurs d'épée, eux, ne bougent quasiment pas, à part une simple reformation pour garder de front le mage sur Taurus et surtout aussi, bien sûr, les derniers petits nains qui sont au centre de la table. Pour ce qui est de la phase de tir, le tank va viser le général sur Taurus, bien évidemment, et il va faire un incident et perdre un PV. Aïe, 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 c'est terrible, c'est terrible. Le blast, la boule de feu sera tentée également sur les petits nains qui sont au centre. Malheureusement, il sera là aussi dissipé par le chaman en plein centre, le grand sorcier, là d'un coup niveau 4. Quand il n'y a plus de niveau 3 en face, ça va faire très très mal. Pour ce qui est le tour 5 des nains du chaos, un seul décor va se déplacer, c'est le petit décor central qui ne vient toucher personne, donc comme ça au moins pas de problème. En phase de stratégie, le fléau du métal va être tenté sur les joueurs d'épée, et là même avec une dissipation fatidique, ça passe quand même. L'avancée du général va être méthodique, il vient se placer sur le flanc des joueurs d'épée pour le dernier tour, et il va téléporter bien évidemment ses glaives ardents pour les amener en axe de vue. Et oui, évidemment, de l'escorteur, c'est terrible. Les Centaures, eux, se remettant devant l'escorteur au cas où ils puissent le louper au tir. Ça va faire très très mal. À la phase de tir, les glaives ardents visent le dernier escorteur et vont l'assassiner, faisant tomber l'objectif au centre. Enfin, le général va viser, avec la malédiction d'Ashut, grande bannière à l'intérieur. Et là, le test d'endurance est échoué et le grande bannière se fait one-shot par le sortilège de Hachette. Terrifiant. Et enfin, la bourrasque est tentée sur les joueurs d'épée. Elle va réussir, va tuer 3 joueurs d'épée et va les faire pousser de quelques petits pas, mais ne vont pas lâcher leur objectif pour autant à la fin de ce tour 5. À la fin de cette phase de tir du tour 5, le petit chef gobelin est bien caché derrière sa tour et loin de tout danger potentiel désormais. Sauf d'une explosion de la Malpierre. On jette le dé, enfin je jette le dé pour savoir qu'est-ce qui aurait pu se passer, et malheureusement ça n'explose pas, donc ça veut dire que ça explosera au dernier tour, à la fin de la game, donc c'est assez intéressant de voir comment ça peut faire. Ça va peut-être retourner la game au dernier tour, les dés en ont décidé ainsi. Donc tour 6 des impériaux, le décor central est choisi pour être déplacé parce qu'il y a toujours des nains du chaos dedans, etc. Il va se déplacer, aucun test de terrain dangereux ne sera fait malheureusement. Pour ce qui est du ralliement, c'est fini, hein, le cavalier va sortir de table à ce tour-là. Pour ce qui est des charges, les joueurs d'épée veulent tenter de charger
Les nains du chaos qui sont dedans, là, dans ce décor central, pour aller en plus s'abriter dans la ruine, malheureusement, les nains du chaos vont s'enfuir. Ils vont s'enfuir et perdre un des leurs dans la chute. Et les joueurs d'épée, malheureusement pour eux, vont louper leur charge assez prévue, hein, avec les tests de terrain dangereux en plus. Et le fait de prendre le plus petit des dés pour aller charger, c'est compliqué. Ils avanceront que de 2 pas. Le tank, quant à lui, va se placer de flanc pour voir les centaures taureaux, parce que si jamais il arrive avec un beau tir à faire un perfect, il peut one-shot les centaures taureaux, les empêchant d'aller choper l'objectif final, et donc personne ne pourrait l'avoir. Ce qui fait que ça peut être très très jouable si jamais le tir est superbe. Pour ce qui est du tir, le hit est parfait, et malheureusement, il reste un centaure taureau à 1 PV à la fin. Terrible, terrible centaure taureau final qui ne pourra pas être enlevé à ce dernier tour. 6 par le tir des impériaux, c'est dur. Ce qui fait qu'on termine le 6e tour avec les nains du chaos. Les décors, enfin il y a un seul décor qui va bouger le plus loin possible pour éviter que le moindre grabuge ne soit fait. Pour ce qui est après de la phase de conjuration, le fléau du métal est tenté sur les joueurs d'épée et ça passe. Le ralliement des nains du chaos est échoué. Il n'y a pas de test de terrain dangereux à faire pour cette fin de partie. Donc, déclaration de charge. Évidemment, le général va charger les joueurs d'épée pendant que, au mouvement, les glaives ardents avancent de quelque part et surtout le centaure taureau à 1 PV vient choper l'objectif. Ce qui fait que là, on en est à un pion pour les impériaux, mais qui sont chargés par un gros monstre de flanc. Et derrière, on a le centaure taureau et le chef hobgoblin qui ont chacun un des pions, mais chacun a 1 PV. Enfin, le chef gobelin a 2 PV et le chef de régiment des centaures taureaux en a 1. Faut pas oublier que ça va exploser à la fin du tour. Et oui, il faut surtout pas oublier. Au corps à corps, bon, malheureusement, il n'y a pas vraiment de choses à déclarer sur ce corps à corps parce que c'est un monstre monté sur un flanc de joueurs d'épée qui n'ont plus de personnages à l'intérieur. Il y a le défi du capitaine des joueurs d'épée, hein, du chef de régiment qui s'avance, qui ne peut pas être refusé par le général sur Taurus. Le général sur Taurus, quand même, avec le général, le monstre et le piétinement, va faire que 4 PV quand même dans le chef. Ce qui fait que les joueurs d'épée vont quand même avoir un bon petit test à faire, hein. Il n'y a plus de GB, quoi que ce soit. Un test pourrait être tenté pour faire un CD du terrain. Malheureusement, c'est trop dangereux. Si jamais il s'enfuit, il perd vraiment tout. Et vu qu'il a encore assez de PV, il peut tenter de prendre l'explosion, etc. Mais il faudrait qu'il fasse scinder le terrain. Bref, Gargarisme utilise son obstiné, c'est-à-dire qu'il s'enfuit et se rallie directement. Il se replie en bon ordre, perdant donc l'objectif, tombant au sol, bien sûr. Et c'est comme ça, hein, c'est terrible, mais c'est comme ça. Les impériaux, donc, à la fin de ce tour 6, qui sont d'ailleurs poursuivis par le chef Taurus, perdent tous leurs objectifs. Et donc pour finir ce tour 6, la décharge d'énergie des pions de Malpierre retentit. Le centaure taureau ne se prend qu'une seule touche qui ne le blesse même pas. Terrible. Par contre, le chef hobgoblin de l'autre côté se fait carboniser la tronche par le pion de Malpierre, ce qui fait qu'à la fin de la partie, les nains du chaos possèdent un seul pion et les impériaux, au dernier tour, perdent leur petit pion, empêchant l'égalité pour la faction de l'ordre et laissant le chaos gagner cette bataille. Bien joué aux deux joueurs. Oh, le silence. Pas exactement comme prévu. Non, des coups de chance et des coups de malchance des deux côtés. Ah, pour moi, ça s'est joué avec l'artillerie. L'artillerie qui a séché à 2 PV dès le début de la partie mon sorcier, qui m'a obligé à rester très défensif avec lui, alors que je comptais être beaucoup plus agressif avec main de marteau, par exemple, qu'il avait en sort potentiel. Et toujours la même artillerie, pour moi, qui laisse à un petit PV le centaure nain du chaos avec le dernier tir du tank à vapeur et qui lui permet de choper l'objectif. C'est vrai que le lance-fusée au début, le DC dégâts, hein, ça pardonne pas. Pas de chance de mon côté, hein, mais bon, il a fini par exploser, donc l'un dans l'autre, c'est finalement, c'était un côté chanceux et pas chanceux comme d'habitude.
Bah, mon unité du match, je dirais le Seigneur Santortoro, hein, c'était un petit peu le Seigneur Prophète Sorcier. Bon, c'était un peu attendu, hein, il balance des projectiles dans tous les sens, hein, il a la bourrasque plus la malédiction de la chute qui permet de sniper les persos. Il est impossible à aller choper, enfin, il est dur à aller choper au corps à corps parce que costaud. Et puis quand il n'y a pas de canon en face, c'est sûr que c'est compliqué. Pour moi, ce sera le tank à vapeur parce qu'il m'a fait espérer jusqu'à la toute fin du dernier tour sur son dernier tir qui pouvait potentiellement m'arracher une égalité. Je crois que pour lui, le retour en Averland va être très très long. Partie très agréable, hein, très accroché jusqu'à la fin. Effectivement, ça s'est joué à pas grand chose. On a oscillé entre la victoire d'un côté, l'égalité et la défaite. Donc c'est très accroché, adversaire très sympathique. Pour l'instant. Attends que je te ramène. C'est ça, je suis un peu pris en otage effectivement, hein, sinon je reste ici. Mais non, très sympathique, bonne ambiance, un vrai plaisir. Ben, pareil, ça a été un plaisir. Découverte totale de l'armée nain du chaos que j'avais jamais eu l'occasion d'affronter, de l'adversaire que je rencontrais pour la première fois, du studio et de David que je découvrais également. Et ça a été une très bonne surprise de bout en bout avec un scénario qui m'a fait rire avec les rochers volants qui nous a tenus en haleine jusqu'à la fin. Une réussite. Je mets 4 étoiles et demie parce qu'il faut pas mettre 5. Bravo. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les joueurs sur les rapports bataille de la chaîne. Je sais, avec la campagne et tout, j'ai pas eu beaucoup le temps de faire ce rapport depuis 2024. Mais au moins, il est sorti. J'espère que ça vous a plu. N'empêche, un rapport bataille plutôt court, hein, parce que 3 corps à corps, si je me souviens bien. Un corps à corps avec les nains à pied et les chevaliers. Un corps à corps avec les centaures taureaux et les chevaliers. Et un corps à corps avec le monstre et les joueurs d'épée. Le reste n'a été que du positionnement, de la stratégie, de la magie du tir. Franchement, c'était super intéressant. Merci à Torek pour le tapis et merci aussi bien sûr aux partenaires pour leur soutien. N'hésitez pas bien sûr à toujours soutenir si vous le pouvez, soit sur le Tipeee, soit avec les codes promo chez les partenaires. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup à tous. On se retrouve bientôt pour un nouveau rapport de bataille. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.